RCI, c'est l'heure du MAG. Eddy Planté est en place, ses invités également. Bonsoir Eddy. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Bonne semaine, bon début de semaine, cher Alain. Eh oui, vous Chers aussi. auditeurs, bienvenue dans votre magazine. Actualité très riche à commenter avec nos invités. Nous reviendrons sur la visite en Guadeloupe de Marine Le Pen. On analysera également le double scrutin territorial à Saint-Barth et à Saint-Martin, marqué par l'arrivée de nouvelles majorités à la tête des deux collectivités. Nous évoquerons également le vote à l'unanimité des élus de Guyane pour une évolution statutaire vers une autonomie à la carte. Nous parlerons également de cette demande formulée par 200 femmes pour la réintégration des personnes soignantes suspendues. Elles interpellent dans un manifeste les pouvoirs publics. Nos élus peuvent-ils intervenir et comment? Beaucoup de sujets d'actualité que nous débattrons avec nos invités que je vous présente. Olivier Nicolas est avec nous, le premier secrétaire de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RCI. William est avec nous également, porte-parole de la campagne en Guadeloupe de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de RCI. Et Francis Jacobi-Coali, président de Mouvement Zabim. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là, messieurs, pour commenter l'actualité. Nous sommes à 12 jours du premier tour de l'élection présidentielle. La campagne officielle a débuté aujourd'hui et ce week-end, la Guadeloupe a vécu un épisode de cette campagne avec la visite de la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen. Cette dernière a connu des déplacements quelque peu compliqués, pris à partie et chahutés par une délégation de l'ANG et de l'UPLG pour dénoncer sa présence en Guadeloupe. Avant vos réactions et commentaires, résumé d'un week-end de campagne avec deux positions. D'abord, celle de Ronald Selbonne, de l'ANG, et de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Écoutez, on revient après. La démocratie, ce n'est pas un manger cochon. Surtout, encore une fois, dans une terre comme la nôtre qui a connu l'esclavage, qui a connu la colonisation, on ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Toutes les idées, toutes les idéologies ont leur place en Guadeloupe, sauf celle de l'extrême droite, parce que l'extrême droite nie notre humanité, l'extrême droite établit une hiérarchie entre les hommes, et ça, nous ne pouvons l'accepter. Je veux lancer un signal très clair aux Guadeloupéens. Je ne reculerai pas devant les agitations d'extrême gauche. Je ne recule pas devant les provocations, devant la violence, devant la haine qui est exprimée par ces militants qui sont des militants indépendantistes. Ils ne m'impressionnent pas, ils ne m'intimident pas. Et je sais très bien, pour avoir eu des dizaines de messages, que beaucoup de Guadeloupéens ont été outrés de ces images, outrés de ces comportements, et ne souhaitent pas du tout être amalgamés avec ces anti-démocrates. Voilà pour ces deux positions pour résumer ce qui s'est passé ce week-end. D'abord, une première réaction sur ces événements, Olivier Nicolas. Écoutez, c'est des images qu'on préférait ne pas voir, mais je vais reprendre le terme qu'emploie Ronald Selbonne. Il dit que les idées d'extrême droite ne devraient pas avoir leur place en Guadeloupe. Je partage ça. Je dis bien ne devraient pas avoir leur place. Maintenant, le principe de réalité, c'est que Madame Le Pen s'est déjà présentée à une élection présidentielle en 2017. Elle a fait des voix. Elle est aujourd'hui parlementaire de la République. Moi, j'ai en horreur les idées qu'elle défend. Je pense qu'on a le droit de manifester. Il fallait sans doute manifester. J'aurais aimé peut-être que nous soyons 500 ou 600 à l'aéroport pour crier sans aller au contact, mais pour être présents et dire que ceux qui défendent ça sont une minorité. Maintenant, aller au contact comme ça, être dans parfois voilà, on est un peu limite. Moi, je trouve qu'il vaut mieux combattre l'extrême droite par les idées, parce que maintenant l'extrême droite est là. Elle fait des voix chez nous. Ça peut nous poser problème. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui sont tentés, qui par Zemmour, qui par Madame Le Pen. Et il n'y a que par les idées, je pense, et par la conviction, parce que on crée justement les conditions de victimiser ces idées-là, en tout cas ceux qui les portent. Mais par contre, je tiens à dire, les images que j'ai vues, alors les images sont parfois trompeuses. Moi, je n'étais pas sur place. Mais les images où on voit un responsable politique qui fait le coup de poing contre une compatriote, contre une femme, contre une militante, même si elle est véhémente, même si elle défend son idée, je trouve que c'est des images qui sont navrantes et qui sont condamnables.
parce qu'on ne doit pas en arriver là. On ne doit pas en arriver à ces extrémités-là. William, une première réaction en tant que porte-parole de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en Guadeloupe? Écoutez, effectivement, je regrette, comme l'a dit monsieur Olivier Nicolas, les images que l'on a tous vues, que ce soit sur les médias, sur les réseaux sociaux. Pour autant, je souhaite en tout cas rétablir en tout cas une amalgame qui a été faite par Marine Le Pen lors de son intervention, qui parle tout de suite d'extrême gauche. C'est sans doute mal connaître un peu la réalité de notre Guadeloupe et ne pas faire l'amalgame entre effectivement l'extrême gauche, qui est représentée notamment par la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, et par les indépendantistes ou l'ANG qui se représentent par eux-mêmes. Donc c'est une amalgame qui est assez compliquée à entendre, parler d'extrême gauche alors que c'était pas... en tout cas, l'extrême gauche, proprement dite, qui était à l'origine de ces faits. Ensuite, écoutez, c'est aussi ça le rapport à l'histoire, à notre histoire, à l'histoire de la colonisation et puis effectivement de l'esclavage. Bon, on doit tous avoir cela en mémoire, mais effectivement, j'ai été fortement déçu par toutes les images. Donc, comme l'a dit aussi monsieur Olivier Nicolas, toutes les images, donc qu'elles aient été à destination donc de la candidate, puisque c'est bien une candidate à l'élection présidentielle, mais aussi à destination des manifestants qui étaient présents donc à cet hôtel ce soir-là. Donc, on doit avoir une image, un regard très très vaste sur tout ça, et puis se poser des questions et se dire qu'effectivement l'extrême droite est bien en Guadeloupe, qu'elle soit représentée par Marine Le Pen ou encore pire Éric Zemmour, elle est bien présente en Guadeloupe, et on doit effectivement la combattre non seulement dans les urnes, mais aussi à travers nos idées. Francine Jacobi-Coali. Alors, il est clair que c'est regrettable que la montée de l'extrême droite en Guadeloupe n'est que le résultat, il faut qu'on se le dise, que le résultat de l'échec des partis dits de gouvernement d'il y a 30 ans. C'est que ce soit de l'UMP, que ce soit du supposé PS ou les autres. C'est le résultat de l'échec d'une politique de maîtrise des frontières, de non-développement économique, et on en arrive à là. Alors, c'est regrettable, c'est très regrettable, cette réaction, ces échauffourées qu'on empêche à une candidate de s'exprimer, de venir, alors que jusqu'à nouvel ordre, nous sommes un département, c'est donc qui n'a pas encore pu retrouver pour l'instant sa souveraineté. Mais il faut se dire que la candidate Le Pen a obtenu son parrainage, elle est habilitée à concourir. Donc je ne pense pas que ça soit la meilleure façon, que cela a été la meilleure des façons pour contester les positions du Rassemblement national. Donc, en cela, quand on voit la réaction que cela a suscité, c'est l'effet tout à fait contraire qu'on a obtenu, quoi. Elle est victimisée, elle a fait un buzz médiatique, un buzz de communication qui serait autrement plus bénéfique pour elle, quelque part, si on y prend garde. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire en sorte de bien comprendre ce qu'il en est. Moi, je ne suis pas d'accord avec les thèses du Front National, du Rassemblement National, pardon, et surtout quand on se remémore le vote au Parlement européen où il s'agissait de reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, le Rassemblement National a voté contre. Et ce sont des faits politiques. Autrement, c'est-à-dire donc, les règles du jeu sont établies, elle a le droit de concourir, elle a le droit de s'exprimer, et je pense que si on doit combattre ces idées, ce n'est pas de cette façon, c'est à travers le débat, à travers la confrontation, à travers l'argumentation. C'est là aussi que la presse
dans son entièreté, a un rôle important à jouer. Alors, combattre les idées du Front National, est-ce que ça ne devrait pas passer, en tout cas, c'est l'objectif de l'ANG et de l'UPLG qui l'ont montré ce week-end, est-ce que ça ne devrait pas passer déjà par les urnes? Quand on constate justement l'évolution du vote Front National depuis 88 jusqu'à aujourd'hui en Outre-mer, ça ne fait que progresser. La Guadeloupe arrive en 4e position justement dans les départements par rapport sous la liste des départements d'Outre-mer classés où le vote Front National. Est-ce que là aussi, ça ne devrait pas, cette bataille, se gagner à travers les urnes, tout simplement, Olivier Nicolas, Willy William et Franciane Jacobi-Kwali? C'est exactement ça. Hein. Ça doit se passer dans les urnes. Il faut pas oublier, même si on peut, quoi qu'on en pense, hein, il faut pas oublier que le Rassemblement national a quand même remporté les européennes. Oui. Nous avons, quoi qu'on en pense encore une fois, députée européenne et guadeloupéenne. C'est ça, une guadeloupéenne, députée européenne sous le drapeau Rassemblement national. Bon, elle a fait un choix différent depuis. Mais il faut quand même garder ça en mémoire. Et puis que chacun de nos compatriotes soit conscientisé sur parfois même la dangerosité des candidatures, notamment celle d'Éric Zemmour, et donc qu'ils puissent comprendre qu'on peut aller vers quelque chose d'assez compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, Olivier Nicolas, l'ANG et l'UPLG ne sont pas en décalage par rapport à l'expression d'une tranche de la population de plus en plus forte en faveur du Rassemblement national? Il n'y a pas ce décalage. Je ne vais pas juger ni la stratégie ni les opinions de l'ANG et de l'UPLG. C'est pas l'idée. Ils ont défendu leur position, ils ont choisi de le faire de cette manière. Pour ça que moi, ma réaction dit bien, quel que soit ce qu'on peut penser de l'action ou de la méthode qui a été retenue par l'ANG, on a une situation, et ça a été dit par tous les intervenants, une situation où le Front National, si on y rajoute M. Zemmour, si on y rajoute M. Dupont-Aignan, parce que tout ce monde-là est à peu près sur la même position, la même ligne, ont aujourd'hui le vent en poupe, mais parce que d'une manière générale aujourd'hui, la politique se joue et se mène sur des colères. Il faut pas, j'ai entendu M. Jacobi-Kwali dire tout à l'heure, il surfe sur l'échec. Peut-être que nous avons tous échoué, comme il le dit collectivement. Je ne sais pas où il se place dans cet échec-là, mais effectivement, peut-être qu'on a tous échoué. Maintenant, ça voudrait dire à partir de là que tous ceux qui ont gouverné, quelque part, doivent rester chez eux. Et puis, on fait un tirage au sort parmi ceux qui n'ont jamais gouverné pour voir à qui on confie la responsabilité du pays. Je ne pense pas que la politique se joue comme ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. Les colères ont trusté les unes de tous les médias depuis 6, 8 mois, 1 an, parce qu'on est dans une situation de crise économique, sanitaire, sociale, et aujourd'hui, il y a clairement, je pense, à un moment donné, un affrontement sur le thème des solutions à apporter. Certains pensent qu'il faut casser, qu'il faut tout changer, qu'il faut... alors pour certains, c'est en finir avec les systèmes de solidarité, le repli sur soi, arrêter avec l'Union européenne. Bon, vous connaissez le fonds de commerce de l'extrême droite aujourd'hui, c'est de dire la France aux Français, les étrangers, on les met dehors, quand bien même ils sont en situation irrégulière, quand bien même ils payent des impôts, ils n'ont droit à aucune aide. Bon, voilà, c'est une manière de dire, voilà, les responsables, c'est ça. Et puis, vous en avez d'autres qui sont sur des colères aussi, on peut entendre ça, et qui proposent autre chose, de casser l'économie de marché, par exemple, de mettre du dirigisme à tous les niveaux. C'est un autre choix politique. Et puis, pour nous, les partis qui ont effectivement eu des responsabilités, toute la difficulté, tout le défi pour nous, c'est de tenir compte des échecs qui ont été les nôtres, mais de malgré tout dire qu'on ne gouverne pas un pays en excitant les colères et qu'on ne gouverne pas un pays avec des yaka faucons
et qu'à un moment donné, il faut mettre en place des politiques qui soient à la fois rationnelles, raisonnables et qui effectivement résolvent les problèmes des gens et des gens en particulier des plus démunis, des plus pauvres, ceux qui sont aujourd'hui le plus en souffrance dans notre pays. Et toute la difficulté, elle est là. Mais le Front National sort sur... Monsieur Nicolas, c'est qu'il n'y a pas de rationalité dans les politiques qu'on a aujourd'hui. C'est l'ultralibéralisme, c'est la loi du marché, la loi du capital, au détriment de l'intérêt général, au détriment, c'est-à-dire de la vertu même, au détriment de l'écologie. Donc il n'y a pas de rationalité. Justement, ça dit donc l'histoire, nous n'avons rien inventé. Dans l'histoire, il y a toujours eu à des moments donnés des soulèvements. Quand on bouge, on bloque toutes les soupapes, toutes les voies d'expression populaire. La presse aujourd'hui est en coupe réglée, c'est-à-dire on met le milliardaire. Quand la justice, entre guillemets, la petite justice avec un petit J, est instrumentalisée c'est-à-dire au détriment de l'intérêt général, quand aujourd'hui nous sommes dans une sorte d'état d'urgence avec un coup d'état sanitaire, comment voulez-vous que les gens s'expriment? Forcément, il ne reste que la rue. Et je trouve que le peuple est encore gentil aujourd'hui. Donc aujourd'hui, heureusement que nous avons une offre politique, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, que je soutiens d'ailleurs, donc massivement, pour proposer une vraie alternative. Autrement dit, il faut se rappeler qu'en 1983, que c'est Mitterrand qui a instrumentalisé à travers la proportionnelle le Front National pour mettre sa mise en lumière. En 2002, ça a bien servi l'UMP. Et on sait précisément qu'en 2017, ça a été voulu, le duo qu'on a eu au deuxième tour, voulu et organisé par l'élite, pour employer un terme. Et on veut nous jouer le même chapitre à nouveau, c'est-à-dire en 2022. En 2019, les européennes, ça a été largement voulu avec la presse qui décide de qui sera au deuxième tour ou pas, qui sera ici ou là, qui aura la visibilité pour être élu. La clé aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'une des raisons, c'est l'un des points évoqués par Jean-Luc Mélenchon, c'est que la presse, l'ensemble de la presse, soit que la décision populaire ait un droit de regard sur ceux qui détiennent la presse, sur la liberté de la presse. Alors, c'est ça le gros problème. Il n'y a pas de rationalité, justement. Et quand il n'y a pas de rationalité, il faut nécessairement que ça débouche quelque part, que les colères s'expriment d'une façon ou d'une autre. On a eu beaucoup de... Comprenez que nous sommes, je termine, comprenez que nous sommes très gentils, le peuple est très gentil, que ce soit en France ou jusqu'à présent ici. On a effectivement pendant ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de contestations par rapport au Covid, à la situation sociale également. Pendant la campagne, ces derniers mois, on a beaucoup parlé de sécurité, d'immigration, beaucoup évoqué aussi les sorties des Zemmour. Est-ce que tout cela, pendant ce temps, on a très peu évoqué le bilan du président sortant Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, nous sommes à 12 jours à 12 jours du premier tour. Olivier Nicolas, vous représentez le Parti socialiste. William, vous le candidat Jean-Luc Mélenchon. Quel regard portez-vous justement sur ce bilan et comment faire pour inverser cette tendance? Parce que on parle beaucoup de l'extrême droite pendant ces derniers mois. On a beaucoup parlé de ce combat entre Marine Le Pen et Zemmour, qui aura le leadership de la droite ou de l'extrême droite, et très peu aussi, on a très peu évoqué ce bilan présidentiel, Olivier Nicolas. Déjà, je remercie RCI de me mettre face à 2 partisans de Jean-Luc Mélenchon. Ouais, je n'ai pas fait exprès. Qui est particulièrement équilibré, chacun l'aura noté. Mais quand même. Oui, bien sûr. Le bilan, tout a été organisé pour que le bilan de M. Macron ne soit pas mis au jour. La guerre en Ukraine est presque à la fin la cerise sur le gâteau qui achève de voler cette élection quelque part, de voler cette campagne, pardon, pas de voler l'élection, de voler cette campagne qui va donc échapper au débat. Et ça, c'est navrant parce que oui, le regard qu'on peut avoir sur la politique qui a été conduite, politique extrêmement verticale, une politique de caste sociale, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de rationalité, je ne mettais pas M. Macron dedans, puisque moi je considère, oui, qu'il faut combattre le néolibéralisme, il faut combattre la manière dont M. Macron a gouverné, de manière très verticale, en cassant
si je peux m'exprimer juste. Oui, allez-y. Je suis rassuré. En cassant les corps intermédiaires, en créant ce tête-à-tête avec les extrêmes. Parce que, encore une fois, oui, M. Macron, ce qu'il arrange, c'est de se retrouver face à l'extrême droite et face à l'extrême gauche. C'est exactement ce qu'il cherchait, de vampiriser la gauche, de vampiriser la droite républicaine, de manière à ce que, quelque part, on soit placé devant un choix qui n'en est pas un, puisque finalement, on vous propose de choisir entre, justement, le surf sur les colères, de quelque sorte qu'elle se soit, et je ne mets pas les deux sur le même plan, mais ça reste la même démarche. Ça consiste à dire, ils ont tous échoué, ils vous ont tous trahi, ils vous ont tous trompé, et nous on fera mieux à coup de Yaka Faucon, à coup de milliards qui sortent d'on ne sait où, et à coup de grands changements qui parlent de l'économie de marché qui va devenir complètement différente du jour au lendemain, sans vraiment dire qui paiera la facture derrière. Alors moi je veux bien qu'on soit tous prêts dans une campagne électorale à dire n'importe quoi. Moi vous savez, ma candidate elle est à 2% dans les sondages. Oui. Elle pourrait s'amuser à promettre tout et n'importe quoi. Je suis pas sûr que pour autant on serait dans cette écoute-là. Donc aujourd'hui, cette campagne va se jouer entre un président sortant qui fera tout pour éviter de parler de son bilan désastreux du point de vue social, désastreux du point de vue de la justice sociale, qui a créé des conditions absolument désastreuses dans les services publics, dans les écoles, dans l'université. Il y a plein de choses. Le bilan à faire mériterait une émission à elle seule, mais en face, il fait en sorte d'avoir face à lui des personnes, des candidats, qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de proposer une alternative qui a vocation à être majoritaire. C'est son calcul. Je ne dis pas que ça va arriver, puisque à partir du moment où il y aura un deuxième tour qui permettra à M. Macron d'affronter qui l'extrême droite, qui l'extrême gauche, eh bien, quelque part, il se dit que ça lui garantit sa réélection. C'est un jeu dangereux avec la démocratie, et c'est un jeu pour lequel il y aura des lendemains. Il soit éliminé aussi au premier tour. Je suis quand même. J'imagine, pas tous en même temps. William, j'imagine que sur le bilan, vous partagez justement l'analyse d'Olivier Nicolas. Même si vous n'êtes pas derrière le même candidat. Oui, non, enfin, je partage dans le petit fond. Enfin, je suis quand même surpris des propos de monsieur Nicolas, puisque il a seulement fallu que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, l'Union populaire arrivent donc troisième dans les sondages pour qu'on dise que c'était un vœu de Macron. Donc, d'être face à l'extrême gauche, c'est vraiment la première fois que j'entends ça. Autant effectivement, j'entends que le président sortant était en faveur d'une confrontation avec l'extrême droite, mais là, il a quand même fallu que Jean-Luc Mélenchon arrive assez haut dans les sondages, ou en tout cas à la porte du deuxième tour, pour qu'on puisse sortir la carte que c'est un choix d'Emmanuel Macron d'être face à l'extrême gauche. Mais enfin, en tout cas, sur le bilan, écoutez, le bilan, c'est quand même 30%, un record, 30% de chômage en Guadeloupe, dont 60% donc des jeunes. C'est 10% en moyenne de la vie chère. C'est depuis la crise sanitaire, encore plus, depuis la crise sanitaire, c'est les outre-mer qui sont devenus un désert médicaux. Et puis la crise de l'eau qui est encore là. Donc le bilan, c'est en somme tout ça. Et puis effectivement, je pense que si la loi, si en tout cas les textes permettaient à M. Macron de se déclarer candidat le jour d'avant l'élection présidentielle, je pense qu'il l'aurait fait. C'est parce que la loi l'obligeait à se déclarer en amont qu'il l'a fait, puisqu'on a bien vu qu'il était à l'aise dans son rôle de président candidat ou de candidat président finalement, et qui se glorifiait dans ça. Et puis la crise en Ukraine, qui est effectivement un vrai chantier, qui est vraiment un vrai chantier, ça le permet encore d'être vu comme un certain sauveur, alors qu'il a mis la France, mais surtout la Guadeloupe, dans de grandes difficultés. Et c'est en somme ça le bilan. Francine Jacobi-Kouali, Olivier Nicolas le disait, Emmanuel Macron face aux extrêmes au second tour. Vous partagez extrême droite ou extrême gauche? Alors,
il y a des thèses. Alors, qu'on les appelle extrêmes ou pas, c'est-à-dire, ça, je ne trouve pas ça, c'est-à-dire décent. Qui doit décider qui est l'extrême ou pas? Je ne sais pas. Il y a des idées à défendre, qu'on les défende, qu'on les contredise, aussi qu'il y ait une contradiction, qu'il y ait un vrai débat sur les orientations à prendre. Donc, faut prendre ça ainsi. Je me répète, on a, si le Rassemblement national est présent, c'est le résultat de ceux qui sont les partis, qui ont été jadis les partis, ou encore jusqu'à présent, les partis de gouvernement. Donc ils en sont co-responsables. Par contre, aujourd'hui, j'aurais bien aimé savoir qu'on me dise, par exemple, Mme Hidalgo ou le Grand PS, aujourd'hui, qu'en est-il? Quelle est leur tendance? Est-ce qu'ils sont, parce qu'ils ont été siphonnés pour l'essentiel par la République en marche, par le pouvoir de l'argent, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un revirement et un recentrage? Enfin, ce soir, on fait pas le procès du PS, ce soir, on commente l'actualité, c'est pas le débat. C'est le débat. C'est le débat. On doit savoir où on va. Et ça va être l'occasion de clarifier, l'occasion de savoir où on va. Oui. L'occasion de se dire des choses. On n'est pas dans l'animosité, on est dans la construction. Oui. Alors, c'est clair, on a compris, dès lors qu'au lendemain, le 16 mars 2020, où le président a déclaré l'état d'urgence, a fait voter cet état d'urgence par l'ensemble du Parlement et l'ensemble de sa majorité, on a compris que le débat la démocratie avait pris un coup. Et on n'a fait que renchérir dans ce domaine. Et aujourd'hui, ce n'est que le Conseil de défense qui décide. Il n'y a pas de débat. Le président est dans un monologue seul, c'est-à-dire il est dans un théâtre. C'est clair, il ne veut pas pour l'instant se confronter aux autres concurrents. Donc je pense que le peuple a compris. Ce qui est clair pour moi, je le dis, je le répète, il n'est pas à 30% d'opinion ou de vote, d'intention de vote. Ouais, vous les sondages, vous contestez les sondages. Je dis ça, monsieur, pour assurer monsieur Nicolas, il faut qu'on ait un visage aussi, pourquoi pas une élimination de monsieur Macron au premier tour. Hein. Les sondages, pour moi, ce sont les faux sondages. Ouais. Alors, écoutez, je partage ça. J'ai envie de me dire que les sondages, effectivement, qui placent ma candidate à 2%, sont également faussés. Bon, après, si on revient au débat qui nous animait à l'instant, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, avant d'être un insoumis, il a été dans le parti de gauche, et avant d'être dans le parti de gauche, il a été membre du Parti socialiste pendant 35 ans. Et je le connais suffisamment bien puisque j'étais membre de son courant, puisque moi je suis rentré au PS en 1992. Et donc j'ai quand même un peu de recul pour voir son évolution, et c'est pas quelqu'un pour lequel je n'ai pas de respect. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Luc Mélenchon. Et je constate, puisque vous faisiez le procès tout à l'heure des 30 ans, qu'il y a des choses quand même dans l'héritage de la gauche et de la gauche socialiste, social-démocrate à laquelle il a appartenu, qu'il revendique. Et je peux vous dire même qu'il revendique certaines mesures qui ont été prises il n'y a pas si longtemps en matière de régulation économique dans les Outre-mer. Le bouclier qualité-prix, quand il dit que ça doit faire école au niveau national, c'est une mesure socialiste prise par Victorin Lurel au gouvernement. Et justement, il faut qu'on arrête cette caricature-là. Parce que le principal problème aujourd'hui, notamment dans le discours des insoumis, c'est de toujours faire des procès en excommunication de gauche, en expliquant que c'est eux la vraie gauche et qu'il n'y en a pas d'autres, alors qu'on a bien souvent gouverné ensemble, que très souvent, au niveau local, nous faisons alliance. Donc on peut regretter aujourd'hui que la gauche n'ait pas réussi à s'unir. Moi, je suis le premier à le regretter. En 2017, Jean-Luc Mélenchon était aux portes du deuxième tour. Il avait la possibilité historique de rassembler la gauche autour de lui. Il a fait un autre choix. Et quand les Gilets jaunes sont arrivés, il a fait encore un autre choix. C'est de ne plus jamais prononcer le mot gauche. Et c'est depuis quelques semaines qu'il est revenu avec cette thématique-là, parce qu'il comprend aujourd'hui qu'à un moment donné, oui, il faut pouvoir rassembler la gauche pour pouvoir incarner une alternative à l'ultralibéralisme que représente Emmanuel Macron. Et une alternative aussi à l'extrême droite qui vient aussi avec un projet très cohérent. Et il faut pas caricaturer non plus les choses. Ils viennent là, pas comme en 2017, la candidate s'est beaucoup mieux préparée, Marine Le Pen, aujourd'hui, et donc il faut avoir bien conscience qu'à force de se rejeter les responsabilités les uns sur les autres, on a créé des chapelles, et des chapelles dont aucune n'est majoritaire aujourd'hui, et qui offrent, et je le maintiens, un boulevard à Emmanuel Macron entre les extrêmes de gauche et de droite, en se disant que c'est lui le seul qui représente une alternative crédible. C'est pour ça que moi je redis que
ceux qui sont animés par un vrai esprit socialiste, ceux qui veulent justement qu'on rebâtisse une capacité pour les pouvoirs publics d'en finir avec l'impuissance publique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour réhabiliter les services publics, pour refaire un plan d'investissement massif dans les Outre-mer, pour justement promouvoir l'égalité réelle qui a été abandonnée par le gouvernement actuel. La régulation de nos économies pour lutter contre la vie chère a été abandonnée par le gouvernement actuel. Et la principale difficulté aujourd'hui, vous vous trouvez avec 35 élus guadeloupéens qui trouvent le moyen de parrainer Emmanuel Macron et d'estimer que finalement tout ce qui a été fait c'est bien. Eh bien écoutez, vous me disiez qu'on a été siphonné par la République en marche. Moi je vous le dis, il y a encore des socialistes qui croient en leurs valeurs, qui croient en la justice sociale et qui justement lancent un appel pour que le 9 avril on vote pour Anne Hidalgo parce que c'est la seule qui incarne un projet authentiquement de gauche et social-démocrate et surtout crédible et réaliste. Pour conclure sur ce sujet, William, vous voulez rajouter quelque chose? Ben écoutez, je voulais rajouter qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'est surtout l'Union populaire. Hein. Donc au-delà des francs, des francs partis PS ou etc. gauche, droite, etc. C'est surtout l'Union populaire. C'est la population. C'est au plus près effectivement. Pour l'actualité des soignants, c'est au plus près de ceux qui ont des difficultés en distribution d'eau. C'est vraiment au plus près donc de la jeunesse qui aujourd'hui a 60% donc de chômage. C'est surtout au plus près de nos aînés qui aimeraient bien partir à la retraite assez tôt, en tout cas à 60 ans. Et donc Jean-Luc Mélenchon, avant d'être PS depuis 30 ans ou comme Macron a été PS lui-même il n'y a pas si longtemps puisqu'il était ministre François Hollande, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est avant tout la population, particulièrement aussi les Guadeloupéens, mais les ultramarins dans leur grande diversité. Donc, moi, j'invite effectivement les Guadeloupéens, le 9, comme a dit M. Nicolas, à voter par contre Jean-Luc Mélenchon et surtout l'Union populaire. Parfait. Francine Jacobi Kouali, très rapidement, un mot pour terminer sur le sujet. Oui, précision. Donc, un deuxième appel à voter Mélenchon. Non. Oui, allez-y. Concernant le parcours du candidat Mélenchon, il a pris, Jean-Luc Mélenchon, la décision en 2008 après le congrès de Versailles, le congrès qui ratifiait le traité de Lisbonne, alors que par référendum, la France avait rejeté le traité européen. Donc, c'est-à-dire, il s'est démarqué. Et il est dans une constance aujourd'hui. Aujourd'hui, il a des choses à refonder. Donc, il faut se dire qu'il est clair. Donc, on doit pouvoir se retrouver. Quand on ne veut pas que le marché décide de tout. Décide de la vie des gens. Décide d'infliger, c'est-à-dire des piqûres aux gens aujourd'hui sans maîtrise. Tout cela, c'est-à-dire donc doit être sous un contrôle politique. Et non, c'est-à-dire donc que les marchés, que les laboratoires, que le système financier décident de la vie des gens. Parfait. Et ce point de rupture sur lequel nous sommes arrivés, c'est ce fil rouge. On doit pouvoir, à partir d'aujourd'hui, à partir du 9 avril, à partir du 10 avril, et pendant tout le mois d'avril, y compris le deuxième tour, pouvoir faire en sorte que la politique reprenne le contrôle des choses, et non le marché. Parfait. Alors, on a bien compris que la gauche est bien complexe. Oui, allez-y. Oui, rapidement. Non, c'est juste une petite correction, parce que un petit rectificatif. Non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas parti après un congrès à Versailles, il est parti après un congrès socialiste. Il a quitté le parti socialiste après un congrès socialiste, mécontent du score qu'il avait réalisé à l'intérieur du parti socialiste. C'est pas du tout... alors, c'est vrai que les positions européennes avaient à voir, divergence, mais il est parti sur un coup d'éclat après un congrès à Versailles, mais après un congrès socialiste, c'est le congrès de 2008, et le congrès de Reims. De rupture. Parce qu'il ne voulait pas, et je précise bien, il ne voulait pas de Ségolène Royal comme responsable du Parti socialiste, puisqu'elle était sur le point de l'emporter. Et aujourd'hui, ironie de l'histoire, elle le soutient. Vous voyez, c'est beau la politique. Vous allez vous retrouver tôt ou tard entre hommes de gauche, j'imagine, dans quelques jours. Alors, évoquons les élections territoriales.
sénatoriales de ce week-end à Saint-Barthélemy, avec justement la fin au pouvoir du clan Magra, battu par Xavier Lédé, qui a remporté le scrutin. À Saint-Martin, le sortant Daniel Gibbs a donc perdu son fauteuil de président au profit de Louis Mussington. Alors que vous inspire justement ce double scrutin? D'abord, à Saint-Martin, on parle de renouvellement, pas vraiment, parce que Louis Mussington, c'est un vieux de la vieille. Il a été conseiller départemental, conseiller régional, également, il a bataillé également aux côtés de Victorine Lurel, en tant que suppléant du député. Là aussi, c'est quelqu'un qui connaît la politique, qui connaît donc son territoire. Vous croyez à ce changement vraiment politique, à travers ce changement d'homme? Dites-moi, messieurs. Olivier oui. Ouais, c'est évidemment, on s'est réjoui de cette alternance qui a été très massive, puisque le sortant ne fait que 32%, si mes chiffres sont exacts. Et donc, je pense que on ne peut qu'espérer que Loulou, puisque c'est comme ça que nous l'appelions et que nous l'appelons encore, saura incarner cette alternative. Il a effectivement une grande expérience. C'est quelqu'un avec lequel on a longtemps cheminé, qui a des convictions de gauche très ancrées. C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est assez historique ce qui se passe à Saint-Martin, même si c'est une liste de coalition. Je n'en disconviens pas. Mais je connais les convictions sociales, les convictions, j'ose le dire, socialistes de notre camarade Louis Mussington. Et c'est une grande fierté. Et surtout, c'est la preuve qu'en politique, il faut de la patience, il faut de l'abnégation. Et lui, son parcours est vraiment la preuve qu'il a attendu son heure, il a creusé son sillon et il n'a jamais trahi ses idées. Et j'espère qu'il continuera dans cette lignée-là et qu'il saura donner un nouveau cap, un nouveau souffle à cette collectivité, parce que Saint-Martin, c'est beaucoup de problèmes similaires aux nôtres, parfois en pire, une jeunesse en déshérence et surtout un abandon par le gouvernement sortant qui après la reconstruction, a laissé pas mal de choses en chantier. Et très franchement, oui, Loulou, je crois Loulou Mussington peut être l'homme qu'il faut au moment où il faut pour Saint-Martin. On dit souvent que la crise profite aux sortants. Ça n'a pas été le cas soit à Saint-Barth ou à Saint-Martin. Daniel Gibbs, il paye quelque peu toutes ces dissensions au sein de sa majorité. Quand on regarde justement les différentes listes, on constate que il avait 25 vice-présidents et sous les 25, 4 seulement sont restés au sein de sa liste, de son équipe. Tous, ils étaient un peu éparpillés sous les autres listes. Là, ça prouve qu'il y avait un vrai problème au sein même de sa majorité, à l'intérieur de sa majorité. Écoutez, oui, c'est sûr que si la population de Saint-Martin a fait ce nouveau choix donc de capitaine, si je puis dire, c'est sans doute parce que effectivement ils ont remarqué que dans cette majorité de monsieur Gibbs, qui ne se retrouvait sans doute pas avant tout, mais qu'il n'y avait pas une cohésion d'équipe, et puis sans doute pas que monsieur Gibbs était sans doute pas suffisamment leader pour pouvoir rassembler jusqu'au bout toute sa majorité. Effectivement, on dit souvent que l'élection, le sortant a souvent le bénéfice des élections. Écoutez, la preuve que non. La preuve que non, et que tout peut arriver donc jusqu'au jour de l'élection. Voilà pourquoi il est important d'avoir une campagne sereine, une campagne pleine et entière, et surtout de bons débats pour que la population puisse faire un choix assez éclairé. Et je pense que c'est ce qui a été fait à Saint-Martin. Concernant Saint-Barth, je puis quand même dire que on parle de la fin de la dynastie Magra, mais il faut quand même pas oublier que monsieur Magra, donc le sortant, a fait quand même un bon travail sur Saint-Barth. Bon, après on dit que c'est l'île des riches et que sans doute ceux qui ont moins de moyens ont peut-être pas leur place donc à Saint-Barth. Pour autant, ça montre là aussi qu'en termes de changement institutionnel, qu'il y a aussi du bon. Donc sur Saint-Barth, et ce qui s'est passé. Donc maintenant la nouvelle collectivité, elle fera sans doute peut-être mieux, ou en tout cas il est important qu'elle puisse poursuivre le développement de Saint-Barth. Faustine Jacobi-Coali, entre les deux scrutins, lequel vous a marqué à travers ces résultats et ces changements? Oui,
qui est clair. On peut penser qu'à Saint-Barth, qu'après 30 ans, et voire même plus, il y a le phénomène de l'usure du pouvoir. Mais globalement, pour Saint-Barth, que je connais assez bien, il y a eu, du fait, comme le disait M. William, il y a du positif, le fait de maîtriser politiquement, fiscalement, c'est-à-dire donc c'est la destinée de son territoire. Donc ça se trouve, ça devrait nous donner des idées. Pour Saint-Martin, Saint-Martin, c'est un cas très particulier et qui m'interpelle, et qui interpelle plus d'un, une sorte d'anomalie juridique. Et c'est là où, en dépit de cette alternance lors de l'élection le dimanche, le problème de Saint-Martin reste entier. Il est impossible qu'on ait une cohérence à Saint-Martin du fait de cette séparation de l'île en deux, avec deux systèmes juridiques et fiscaux différents. C'est impossible. Donc l'idée, on devrait cogiter dessus, parce que c'était donc les idées précèdent toujours les faits, que l'on commence à cogiter pour une Saint-Martin unique, avec un seul régime. Et non pas que cette petite île de Saint-Martin soit divisée, soit le jouet de deux anciennes puissances coloniales. Et donc on n'y comprend pas grand-chose. D'ailleurs, on voit que c'est un non-développement. Pour ceux qui connaissent bien Saint-Martin, d'une frontière à l'autre, on sent la différence. Donc l'idée, c'est que au-delà de cette élection, que les Saint-Martinois, l'ensemble des Saint-Martinois puissent continuer à penser par eux-mêmes pour un développement cohérent de l'île de Saint-Martin. Olivier Nicolas, une petite réaction sur Saint-Barth. On ne vous a pas entendu. À Saint-Barth, moi je ne suis pas un expert de la politique de Saint-Barth. Ça se joue à 65 voix. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que il y avait une volonté d'alternance, peut-être qui a joué, une union qui a payé, parce que c'est pas toujours le cas, de voir une fusion de deux listes l'emporter. Peut-être qu'il y avait une envie de tourner une page d'une dynastie, mais par contre, je partage ce qui a été dit par mes deux collègues de ce soir. Le bilan des Magras, je mets au même plan Bruno et Michel, qui a été longtemps sénateur, est assez extraordinaire. Ils ont beaucoup fait. C'est l'œuvre d'une vie politique, j'ai envie de dire. Et de leur point de vue, et en tout cas du point de vue de l'érection de leur collectivité, ils ont vraiment réussi. Après, ça a dû générer, comme partout, des insatisfactions. Vous savez, l'alternance en politique, c'est une respiration. C'est une respiration que permet la démocratie. Il faut s'incliner. Ça se joue encore une fois pas grand-chose, mais je crois que ça ne remet pas en cause, en tout cas, le bilan assez exceptionnel de Bruno Magras à la tête de cette collectivité. Jetons un regard sur la Guyane, messieurs. Les élus en congrès ont voté à l'unanimité pour le projet d'évolution statutaire pour déboucher sur une autonomie à la carte de la Guyane. La demande sera d'ailleurs transmise au gouvernement. La population guyanaise sera consultée d'ici la fin de l'année, vraisemblablement. On va vers le statut de collectivité autonome. Selon vous, c'est un autre pas franchi par déjà les élus guyanais, François Jacobi-Kouali? Absolument. On sent que depuis quasiment 20 ans, depuis les événements qui ont permis d'aboutir à l'érection du rectorat de Guyane, on sent effectivement une poussée, une affirmation du peuple guyanais pour la responsabilité, pour la revendication de ses droits. Donc, dans cette logique, d'ailleurs, dans le cas de la crise Covid, la crise sanitaire, on a vu quel a été le positionnement et l'affirmation des élus guyanais dans cette question, dans cette crise. Donc, il faut qu'ils continuent, c'est une bonne chose, c'est la voie de la responsabilité, c'est le choix d'un homme politique, il faut se dire aussi tout de même, ce n'est que le prolongement du travail, déjà de la posture, des jalons posés par Antoine Karam, qui était déjà sur cette ligne avec Lucien Bissot-Chevry et Alfred Barigane. Donc ce n'est qu'une continuité qui a mûri. Il est dommage
que la Guadeloupe, qui était en pointe à ce niveau il y a peut-être 30-40 ans, se retrouve un peu en dehors du jeu et un peu de se chercher. D'accord. William, ça doit nous faire réfléchir, ça doit faire réfléchir les élus guadeloupéens, selon vous, cette avancée aujourd'hui en Guyane? Écoutez, moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'il manque plus que notre congrès, donc guadeloupéen, composé donc des élus départementaux et régionaux, puisse enfin se mettre d'accord. Hein. On dit qu'on a la chance d'avoir deux collectivités avec des majorités plurielles, des majorités en tout cas qui travaillent ensemble. J'espère que lors des prochains congrès, qu'ils pourront prendre l'exemple sur cette collectivité et puis surtout se mettre d'accord sur cette autonomie qui, encore une fois, est aussi proclamée donc par Jean-Luc Mélenchon. Et quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République, on n'aura pas qu'à poursuivre donc ce travail, que ce ne soit pas juste des idées lancées comme ça a été fait par le ministre des Outre-mer en Guadeloupe ou le ministre de l'Intérieur en Corse, mais que ce soit vraiment véritablement de vraies discussions, de vrais échanges et qu'on puisse y arriver sur, en tout cas, du moyen terme. Olivier Nicolas, vous avez le sentiment qu'on est à la traîne ici quand vous... Non. Moi, je ne crois pas. Je suis un partisan de l'évolution à son rythme. Oui. En 99, il y a eu un grand changement, c'est qu'on a admis, l'État français a admis, que chaque territoire puisse évoluer à son rythme et quelque part puisse adopter des statuts différenciés. C'était déjà un grand pas, parce que les problématiques guyanaises ne sont pas les problématiques de Guadeloupe, les problématiques de Guadeloupe ne sont pas les problématiques de Saint-Barth. Oui, c'est normal qu'on se cherche, et la Guyane se cherche, contrairement à ce que j'entends. Il y a eu un congrès en janvier 2020. J'y ai participé d'ailleurs, puisque j'y avais été justement pour écouter un peu la nature des réflexions qu'ils se posaient. Et je pense qu'on cherche à peu près tous la même chose. Vous remarquez, en général, quand on parle d'évolution statutaire, on brandit des articles 73, 74. Là, vous remarquez, vous avez fait une excellente présentation du travail des Guyanais de ce week-end. Vous avez vu 73 ? Vous avez vu 74 ? À la carte. À la carte. Eh bien oui. Je vous renvoie au congrès de 2019, au conseil départemental, auquel j'ai modestement contribué à l'époque où j'étais directeur de cabinet. Et ce qui sort, c'est la même chose. On parle plus de 73, on parle plus de 74, on est à la carte. Alors l'inconvénient principal de cette approche, qui est novatrice au sens où on arrête de s'enfermer dans des schémas qui manifestement ne conviennent pas ou ne conviennent plus à nos réalités, on est dans la recherche justement de statuts qui correspondent, qui nous permettent de revendiquer certaines compétences, pas forcément toutes, peut-être dans un esprit de subsidiarité, c'est-à-dire laisser l'échelon local faire quand il est plus pertinent que l'échelon national. Et donc, on est à peu près tous dans la même optique. Ce qui est dommage, et là je jette pas une pierre politique, même si je pense que très clairement le président de région et sa majorité à l'époque n'étaient pas très allantes pour poursuivre le travail. Après, il y a eu le Covid qui est venu empêcher la poursuite de la réflexion, mais cette réflexion doit être reprise. D'ailleurs, je vous renvoie aussi à la plateforme des élus mobilisés contre la crise qui a été présentée il y a quelques semaines. Elle dit bien qu'il y a l'objectif de reprendre ce débat-là et surtout d'éviter, parce que toute notre problématique, elle est là, ne pas retomber dans ce qui nous a fait défaut en 2003, c'est-à-dire le fait de se lancer dans un projet sans en connaître véritablement le contenu. Et le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que ça appelle, et les Guyanais le remarquent et le demandent, ça appelle une révision de la Constitution, probablement pour que justement on change les modalités, pour que toujours le peuple soit consulté, mais qu'on change les modalités pour que le projet soit connu, pour qu'on sache précisément quelles institutions nous voulons et quel statut nous voulons adopter, de manière à ce qu'on dise plus jamais nous qu'à acheter chaque un sac. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, parce que quelle que soit la qualité du travail qu'on fera, si on n'est pas en transparence, si on n'est pas en confiance, si on n'a pas rétabli la confiance avec la population, il se trouvera toujours
des opposants et qui viendront expliquer qu'on nous trompe, qu'on nous emmène dans un mauvais chemin. Et c'est là où il faut être très, très, très rigoureux et être très en transparence et très en lien avec la population. C'est en tout cas ce que défend le Parti socialiste. Surtout qu'on n'aille pas inventer ni une usine à gaz, ni des plans cachés, qu'on mette les options sur la table et qu'on puisse déjà faire un travail pour savoir ce que nous voulons. Parfait. Terminons, messieurs, par cette demande. Il faut établir ça. Oui. En 2003, oui. Précisément, il était question simplement d'une simplification administrative. Il n'y avait pas de projet particulier, de simplification administrative. Nous étions déjà dans le cadre de l'article 73 et on restait dans le cadre de l'article 73. Donc, on ne le veuille pas. Vous êtes d'accord, mais vous êtes d'accord avec Olivier Nicolas? Attendez. Un statut à la carte, nécessairement, on devra, c'est-à-dire s'inscrire dans le cadre d'un article. Nécessairement. Donc, qu'on se le dise. En 2003, ça a été une imposture. On doit pouvoir se dire cela. On a surfé, c'est-à-dire sur l'incompréhension du peuple d'un texte pour dire qu'il y avait anguille sous roche. Attendez, ce n'est pas vrai. Pour dire qu'il y avait anguille sous roche. On restait dans l'article 73. On restait dans l'article 73. Monsieur Nicolas. C'est sous le projet, Un exercice de mémoire. Le Parti socialiste, pas tous en même temps. Son chef de file de l'époque avait dit, appelé à voter non ici, et oui à Saint-Martin. Et justement, c'était Louis Newton qui était là. Donc, c'est la première chose que qu'on ne compte pas sur notre amnésie, qu'on ne compte pas sur notre amnésie, il n'y a pas d'amnésie. Mais vous êtes d'accord. Une imposture. Attendez, je termine, s'il vous plaît. Ça a été une imposture. On a surfé sur l'incompréhension du peuple d'un texte. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la Constitution permet, c'est-à-dire qu'on puisse évoluer. Parfait, on va avancer. On doit pouvoir faire évoluer la Guadeloupe. On va avancer. Dans le cadre de la Constitution. On va avancer, messieurs. On va avancer. Personne ne parle de 74, vous voyez, en Guyane. Il y a bien une raison. Hein. On va avancer, messieurs. Il faut un vrai projet, on a bien compris. Terminons par cette demande formulée par les 200 femmes pour la réintégration des personnes soignantes suspendues chez nous. Elles interpellent dans un manifeste les pouvoirs publics. Alors, je vous pose la question, est-ce que nos élus peuvent intervenir et comment dans ce dossier vraiment qui gangrène justement le secteur de la santé depuis plusieurs mois en Guadeloupe? William. Ben écoutez, il est vrai que nos élus qui ont été élus au suffrage de leurs élections respectives puissent vraiment parler au nom de la population. Et souvent, on voit que les élus ont leur avis tranché, mais ne parlent pas forcément au nom de toute la population. Donc, je profite de cette occasion qui m'est donnée pour soutenir les personnels soignants qui, notamment, on peut presque le dire, au chômage, puisqu'ils ont été exclus donc de leurs postes respectifs. Mais surtout, en tout cas, être à cette écoute, et puis j'espère que toute démarche vers les tribunaux administratifs que feront donc toutes ces femmes seront vraiment des victoires, parce qu'il est temps que ces soignants soient réhabilités à leur poste respectif, et c'est d'ailleurs ce que promet donc Jean-Luc Mélenchon dès son élection, donc la réhabilitation de toutes ces personnes suspendues à leur poste respectif. Olivier Nicolas, sous cette demande de ces 200 femmes. Je respecte évidemment la démarche qui est la leur. Vous posez la question sur les élus. Oui. Les élus ont depuis le début de cette crise, ont essayé de porter auprès du gouvernement un certain nombre d'adaptations. Ils l'ont obtenu d'ailleurs. Oui. Ils ont obtenu une cellule d'écoute. Ils ont obtenu des conditions pour que l'application de la loi se fasse avec des conditions améliorées. Un certain nombre de personnes ont fait le choix, et je rappelle, une immense majorité des soignants ont accepté le principe de l'obligation vaccinale pour les soignants au contact des malades, j'insiste, parce que c'est peut-être là où il y a eu une brutalité, c'est peut-être là où il y a eu effectivement une manière de gérer par les autorités gouvernementales, par l'État, qui était sourde, un peu aveugle, un peu dur. Mais tout ça pour dire, l'obligation vaccinale pour les soignants, elle est pas née avec le Covid.
elle existe depuis longtemps. Et c'est toute la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est de ne pas, parce qu'on a instrumentalisé la vaccination du Covid, et Jean-Luc Mélenchon, hélas, n'est pas le dernier à l'avoir fait, en disant des choses qui étaient absolument différentes en fonction des territoires où il se trouve. Vacciner dans l'Hexagone contre la vaccination en Guadeloupe, c'était quand même un problème. Je crois profondément que les élus ont fait vraiment le travail. Et je dis bien les élus dans leur ensemble. Vous voyez, moi, je ne fais pas de politique. Quel résultat, M. Nicolas? Pour quel résultat? Excusez-moi. Laissez terminer, s'il vous plaît. Willy William. Laissez terminer Olivier Nicolas. Willy William, s'il vous plaît. Laissez terminer Olivier Nicolas. Si je peux terminer. Oui, allez-y. Donc simplement pour dire que je pense que il faut peut-être réintroduire de la souplesse là où c'est possible. Mais sur la question de l'obligation vaccinale des soignants, je pense que c'est une règle qui existait avant. Elle est voulue et souhaitée par un très grand nombre de patients parce que c'est dans l'ordre des choses. Et moi, mon profond regret, et là je parle vraiment sur l'ensemble du processus. Oui. Et je trouve assez dingue parce que dans ma famille politique, dans ma famille personnelle, dans mes amis, mes proches, on est arrivé à se manger, à se battre, à se combattre là-dessus. On n'aurait jamais dû faire de cette vaccination un sujet politique. La vaccination, c'est peut-être la première fois dans l'histoire récente qu'on en arrive là à instrumentaliser le gouvernement pour montrer qu'il fait des choses pour lutter contre le Covid, parce qu'il a échoué sur les tests, parce qu'il a échoué sur les masques, parce qu'il y a eu une situation sanitaire assez dingue. Il a utilisé la vaccination pour montrer que sa politique fonctionnait. Et en face, je regrette, mais un certain nombre de forces politiques, syndicales, ont aussi utilisé la vaccination pour des raisons politiciennes, pour un combat qui était différent, et on s'est éloigné des questions sanitaires, éloigné des questions médicales, et tout ça est devenu un débat qui aujourd'hui empoisonne nos relations les uns avec les autres, et c'est bien un drame. Et je vous le dis vraiment en ayant une profonde compassion chercher, Monsieur Nicolas, pour les personnes qui ont vraiment eu cette crise sanitaire. François Jacobi-Coali, terminé. Voilà. Rapidement, allez-y. Oui, c'est l'objectif recherché de crise, de désocialisation des gens. Alors, donc, il est faux de dire que ces produits ont permis des résultats. C'est tout le contraire. Il est faux de dire que des gens étaient velléitaires pour venir se faire piquer. C'est faux. Aujourd'hui, il est démontré que ces produits tuent. Dans ma famille, j'en ai 5 déjà qui ont perdu la vie. J'en ai un, mon mécano hier, que je vois qui est, après 2 doses, qui est HS complètement. Alors, on va pas refaire le débat, François Jacobi-Coali, c'est sous la demande des 200 femmes qui ont comme leur réintégration. Oui, la réponse politique. La réponse politique. Attendez, c'est une question sensible, oui. Je conclue. C'est une question sensible. Mais il faut entendre... On arrive au terme du débat. On peut terminer sur la demande des 200 femmes. Oui. Pardon ? Sous la demande des 200 femmes. C'est une démarche louable. Voilà. Tous les moyens sont à utiliser pour bloquer ce processus mortifère, ce processus létal et de désocialisation justement, car c'est ça l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, tout doit être marchandise, et on ne sait pas d'ailleurs. Il est prévu, il est convenu, il est compris aujourd'hui, les chiffres à l'appui, statistiques à l'appui, que ces produits ne marchent pas. Donc qu'on arrête cet harcèlement médiatique, qu'on arrête cette langue de bois pour nous dire que c'est-à-dire que les forces politiques ont utilisé cela pour faire campagne, pour surfer dessus. Donc, merci beaucoup, merci monsieur. Je conclue. Allez-y, rapidement, très rapidement. Ces soignants ont raison, les suspendus, il faut leur venir en aide. Et justement, Willy William l'a dit, d'ailleurs, c'est l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir fera que tout de suite, cette affaire va s'arrêter. Merci beaucoup. Donc, merci, François Jacobi-Coali. Merci beaucoup. Il faut qu'on termine. Merci beaucoup. Merci, François Jacobi-Coali, président du mouvement Zabim. Merci à vous, Willy William, porte-parole de la campagne en Guadeloupe de Jean-Luc Mélenchon. Et merci, Olivier Nicolas, premier secrétaire de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste. Merci, messieurs. 19h30, c'est la fin de ce magazine. On est un peu long ce soir. Mes excuses, Dimitri. C'est pas grave. Bonsoir, Dimitri. Ouais, bonsoir, mon cher Eddy. La campagne ne fait que commencer. J'ai bien aimé l'un de vos intervenants. Il faut tout dire sans langue de bois.
Ça vous rappelle quelque chose, ça, sa langue de bois? Ouais, ça me rajeunit pas. Sacré dit. À demain, bonne soirée. On sera heureux de vous retrouver. Du Planté, c'est en replay pour ceux qui veulent se réécouter ce magazine de la rédaction RCI. Merci à Nicolas Clédor qui était en réalisation de ce nouveau numéro, ce nouvel épisode. Et puis on a hâte d'être à demain. Dans un petit instant, on ouvre la page service, la météo, les avis de décès, les communiqués et puis également le Quintet sur RCI.